Imaginez une partie d'échecs géopolitiques, mais qui se joue à l'échelle d'un continent. On a deux événements qui se produisent quasiment en même temps. D'un côté, la Russie qui livre à l'Algérie des bombardiers ultramodernes, une pièce maîtresse de son arsenal, et de l'autre, elle met fin, de manière assez sèche, à sa coopération navale avec le voisin marocain. Ça ne peut pas être une coïncidence. On va donc essayer de comprendre la logique derrière ce double mouvement. Est-ce que c'est une simple transaction commerciale ou le signe d'un basculement stratégique beaucoup plus profond en Afrique du Nord? C'est exactement la bonne question. Et les sources qu'on a sous les yeux sont claires. Il ne faut surtout pas y voir une coïncidence. En réalité, ce n'est pas juste un contrat d'armement ou une rupture diplomatique. C'est l'expression visible d'une vision géopolitique russe qui est pensée sur le long terme. Un plan qui a des conséquences directes non seulement pour l'Algérie et le Maroc, mais pour toute la région et les puissances qui y ont des intérêts, notamment européennes. D'accord. Alors, commençons par la pièce maîtresse de ce puzzle. Cet avion livré à l'Algérie, le Sukhoi Su-34M. Qu'est-ce qu'il a de si spécial pour justifier de rebattre toutes les cartes? Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas un simple avion de chasse. C'est un bombardier tactique lourd et la version M, c'est la plus moderne. C'est un appareil qui a été amélioré au moins 5 fois depuis 2022 en se basant directement sur les retours d'expérience du champ de bataille ukrainien. Une des sources le décrit même comme l'épine dorsale des opérations d'appui au sol de l'armée russe. C'est l'avion qui a le plus volé, qui a le plus frappé. Il a donc prouvé son efficacité dans un environnement de guerre de très haute intensité face à des défenses aériennes et des technologies de brouillage occidentales. Mais attendez, si cet avion est si central pour l'armée russe, le livrer à un autre pays, n'est-ce pas prendre un risque? C'est aussi exposer ses secrets, sa technologie, ses forces et peut-être ses faiblesses. C'est une excellente remarque et c'est précisément ce qui rend cette livraison si significative. La Russie ne vend pas simplement un avion, elle exporte un morceau de sa doctrine militaire fondamentale, une technologie qu'elle a elle-même éprouvée au combat. Du coup, ce n'est plus une vente, c'est presque un adoubement, comme vous disiez. C'est un geste politique qui est extrêmement fort. Moscou dit au reste du monde, OK, l'Algérie est notre point d'ancrage stratégique dans cette région, et pour le prouver, on leur confie les joyaux de la couronne. L'image de l'adoubement est très parlante, c'est vrai. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que cet appareil change? Quelles sont les capacités qui le rendent si redoutable? Les documents qu'on a analysés mettent en lumière une combinaison de 3 caractéristiques qui donnent à l'Algérie ce que les experts qualifient de supériorité régionale sans précédent. La première, et peut-être la plus importante, c'est sa capacité de bombardement guidé à très longue portée. Longue portée, c'est-à-dire? On parle de frappes de haute précision à près de 200 km de distance, avec un potentiel allant même jusqu'à 217 km selon les munitions. Pour le dire simplement, ça signifie qu'un pilote algérien pourrait atteindre une cible stratégique loin à l'intérieur d'un territoire voisin, sans même avoir à franchir la frontière. Il resterait bien à l'abri derrière ses propres défenses aériennes. Ça change complètement les règles du jeu tactique. Il peut donc frapper sans être vraiment menacé en retour. Waouh! Et les deux autres capacités? La deuxième, c'est sa capacité à emporter des bombes extrêmement lourdes. La source mentionne spécifiquement la FAB 3000, une bombe guidée qui pèse 3000 kilos. 3 tonnes. Oui. Pour donner un ordre d'idée, c'est une arme conçue pour pulvériser des bunkers souterrains en béton armé ou des infrastructures industrielles entières. C'est une puissance de feu colossale. Et enfin, la troisième capacité, c'est son système de guerre électronique de pointe. L'avion est conçu pour opérer dans ce que les militaires appellent un environnement contesté, c'est-à-dire un véritable brouillard électronique où l'adversaire tente de brouiller les radars, les communications. Le Su-34M, lui, il sait se frayer un chemin là-dedans. D'accord, donc si on résume, frapper loin, frapper très fort et le faire même dans des conditions de brouillage extrême. C'est exactement ça. Et c'est la combinaison de ces 3 éléments qui crée un effet de dissuasion majeur. La livraison d'un tel système d'armes, ce n'est pas qu'une question de puissance militaire, c'est un message politique. C'est le signe de la confiance absolue de Moscou envers Alger. Pas seulement comme client, mais comme un partenaire stratégique à part entière. Et cette confiance, on l'a dit au début, elle a un revers. Parce que pendant que Moscou déroule le tapis rouge pour Alger, on apprend qu'il claque la porte au nez de son voisin, le Maroc, en annulant cet accord de coopération navale. Le timing est tout sauf anodin. En effet. Officiellement, la Russie parle d'une révision globale de ses accords bilatéraux. Mais bon,
Ça, c'est le langage diplomatique, hein. Dans les faits, les analyses qu'on a consultées indiquent que Moscou a réévalué ses partenariats dans la région et a conclu que celui avec l'Algérie était le plus stratégique et le plus stable. L'accord naval avec le Maroc qui avait été signé quelques années plus tôt, il semblait relever d'une autre logique. Laquelle? Une sorte de couverture des deux côtés pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On peut le voir comme ça. C'était une politique d'équilibre. En ayant un pied à Alger et un pied à Rabat, Moscou maintenait une forme de neutralité et maximisait son influence. Mais cette époque semblerait voulue. Moscou a visiblement jugé que cette politique d'équilibre ne servait plus ses intérêts supérieurs. Pire, elle entrait peut-être en conflit avec ses nouvelles priorités stratégiques à long terme, notamment le besoin de partenaires fiables et très équipés sur la façade sud de la Méditerranée et en Atlantique. Donc, si je comprends bien, la Russie a fait un choix clair. Elle ne joue plus sur les deux tableaux. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance si nettement en faveur de l'Algérie? D'après nos sources, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est la fiabilité. L'Algérie est un partenaire historique de la Russie, une relation qui date de l'ère soviétique et qui n'a jamais vraiment failli. Le second, c'est la volonté d'investissement. L'Algérie montre une disposition claire à acquérir les technologies russes les plus avancées, celles qui ont été validées au combat. Et ça, pour Moscou, c'est une vitrine technologique et commerciale. Le Maroc, de son côté, a aussi diversifié ses partenariats militaires, notamment avec les États-Unis, avec Israël. Du coup, aux yeux de Moscou, l'Algérie apparaît comme l'allié le plus loyal et le plus engagé. La rupture avec le Maroc, c'est le signal que l'heure n'est plus à l'ambiguïté. D'accord. Les pièces sont maintenant sur l'échiquier. On a une Algérie surarmée, adoubée par Moscou, et un Maroc qui est un peu mis sur la touche. Penchons-nous sur les ondes de choc. Qu'est-ce que tout ça signifie pour les différents acteurs en piste? En commençant par le Maroc. Pour le Maroc, c'est un défi stratégique majeur. La supériorité aérienne qualitative que l'Algérie vient d'acquérir, surtout cette capacité de frappe en profondeur, ça modifie radicalement l'équilibre de la dissuasion dans la région. Ça force Rabat à repenser entièrement sa posture de défense. Mais les sources indiquent que le Maroc il n'est pas sans ressources. Justement, le Maroc a une carte à jouer, non? On parle de possibles sanctions américaines contre l'Algérie via une loi ou non un peu barbare, la loi Katsa. C'est exact. Et avant d'aller plus loin, il faut peut-être préciser ce qu'est cette loi. Oui, juste pour être clair, CATSA, c'est cette loi américaine qui permet à Washington de sanctionner économiquement n'importe quel pays qui signe des contrats d'armement importants avec des adversaires des États-Unis. La Russie, l'Iran, c'est une sorte d'épée de Damoclès économique, quoi. Précisément. Et le Maroc espère que Washington va utiliser cette épée contre l'Algérie pour la punir de cet achat. Cependant, les analystes qualifient ce pari de très incertain. Les États-Unis hésitent à sanctionner un acteur comme l'Algérie, qui est un fournisseur de gaz crucial pour l'Europe, surtout en ce moment, et c'est aussi un acteur clé dans la lutte antiterroriste au Sahel. Sanctionner Alger pourrait être contre-productif pour les intérêts américains eux-mêmes. C'est donc un levier diplomatique, mais fragile. Et pour l'Algérie? Là, c'est évidemment une victoire stratégique sur toute la ligne. C'est bien plus qu'une simple victoire. Les sources insistent sur le fait que c'est l'affirmation de sa souveraineté. D'abord, c'est une démonstration de force. L'Algérie montre qu'elle ne cède pas aux pressions internationales et qu'elle poursuit la modernisation de son armée comme elle l'entend. Ensuite, ça la positionne comme un partenaire militaire de premier plan dans l'écosystème russe et donc comme une puissance régionale incontournable. Enfin, ça s'inscrit dans une longue tradition. L'histoire algérienne, son expérience coloniale, ça a forgé une culture stratégique basée sur la non-ingérence, sur l'autonomie. L'objectif affiché, tel que décrit dans les textes, ce n'est pas l'agression, c'est la dissuasion. Rendre le coût d'une attaque tellement élevé que personne n'oserait s'y risquer. Et du côté occidental, comment ce rééquilibrage est-il perçu à Paris ou à Washington? Une des sources est très explicite là-dessus. Elle rappelle que la France s'est toujours farouchement opposée à la vente de ce type de bombardier à l'Algérie, et ça bien avant la guerre en Ukraine. Cette opposition historique, aujourd'hui, elle est balayée, elle est devenue caduque. Plus largement, ça montre que la capacité des acteurs extérieurs à imposer leurs agendas dans la région s'est considérablement réduite. Le message envoyé par l'axe Moscou-Alger est clair. L'Afrique du Nord n'est plus un espace qu'on peut façonner unilatéralement depuis l'extérieur. Et enfin, pour la Russie elle-même, quel est le gain final dans cette opération?
Pour Moscou, c'est une réaffirmation éclatante de son statut de grande puissance sur la scène internationale. Elle prouve deux choses essentielles. Premièrement, malgré les sanctions et la pression immense de l'Occident, elle reste un fournisseur d'armes fiable et technologiquement à la pointe. Elle montre qu'elle peut produire et exporter ses meilleurs systèmes, même en étant engagée dans un conflit majeur. Et deuxièmement, elle démontre sa capacité à projeter son influence et à consolider des partenariats stratégiques loin de ses frontières. C'est un message très fort envoyé au reste du monde, notamment aux pays du Sud qui cherchent à diversifier leurs alliances. Donc, si on fait le bilan, tout ça, ce qu'on retient de notre analyse, c'est qu'on est très loin d'un simple contrat d'armement. On assiste à un véritable tournant stratégique, une recomposition profonde, durable, des équilibres de puissance en Afrique du Nord, et qui est mûrement réfléchi, pensé pour le long terme. Exactement. Et si on prend un peu de hauteur, on voit que cet événement s'inscrit dans une tendance mondiale beaucoup plus large. L'érosion progressive d'un ordre international qui était dominé par une seule puissance vers un système plus multipolaire. Dans ce nouveau système, des États comme l'Algérie cherchent à maximiser leur autonomie, à diversifier leurs partenariats, à ne dépendre de personne. Et dans cette optique, la force militaire n'est pas une fin en soi. Comme le souligne une des analyses, elle devient un instrument au service de la diplomatie et de la crédibilité. Une crédibilité militaire solide renforce la crédibilité diplomatique d'un pays sur la scène mondiale. C'est un point essentiel. Dire comme un facteur de stabilisation, simplement parce qu'elle rend le coût d'un conflit direct tellement prohibitif pour tout le monde que personne ne s'y risquerait. C'est la vieille logique de la dissuasion finalement. La question qui se pose alors, c'est la suivante. Est-ce que cette course à la supériorité technologique dans la région mène vraiment à une paix plus stable, bien que plus tendue? Ou au contraire, est-ce qu'elle augmente dangereusement le risque d'une erreur de calcul, d'un incident qui pourrait avoir des conséquences totalement imprévisibles?